Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Pierre. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas. Donc, Pierre Roberge, je suis consultant indépendant qui agit dans le domaine de la confiance numérique, de l'identité numérique pour les 15 dernières années. Très intéressant. Puis d'ailleurs, on profite du FIC justement pour parler de l'identité parce que c'est quand même un thème assez important ici. Puis c'est une des raisons pourquoi tu es présent au FIC. Est-ce que tu peux aborder un peu qu'est-ce que ressemble le paysage d'identité numérique au Canada? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension des gens sur la nature de ce écosystème-là et les responsabilités de chaque acteur principal et secondaire de ce marché-là. Oui, l'identité numérique, c'est un élément de la cybersécurité. Si on est capable d'identifier à qui on s'adresse ou quel genre d'information on reçoit, qui est l'émetteur de l'information, ça nous aide à l'évaluation de l'information qui nous est présentée et appuie la prise de décision. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'identité numérique devient un outil dans la cyber-résilience des organisations ou des systèmes pour être capable de mieux performer. Pour revenir à l'identité numérique, le Canada est très avancé dans son... il y a beaucoup de beaux projets qui se passent au Canada, autant du côté du secteur public que du secteur privé. Si on pense au niveau gouvernemental, donc on parle de l'identité citoyenne ou l'identité des personnes, on a les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec qui, à eux seuls, représentent plus que 75% de la population du Canada qui sont en train de mettre en place des solutions d'identité numérique. Pourquoi ils font ça? C'est pour redonner le contrôle aux citoyens de leurs informations. Aujourd'hui, on sait si c'est gratuit, vous êtes le produit. Alors, comment on est capable de changer la donne un peu? Comment est-ce qu'un citoyen est capable de savoir avec qui il partage l'information? Qu'on est capable de minimiser l'information qu'on partage et pour quelles raisons. Donc, c'est c'est vraiment la racine, la genèse de la genèse de l'identité numérique au Canada. Elle va être optionnelle, on ne vous la forcera pas dans la gorge. La personne va avoir le choix de l'utiliser, va avoir le choix et on va garder, va avoir le choix de l'utiliser ou pas et la société va devoir être capable de continuer d'avancer avec un mode digital ou un mode numérique ou non. J'ai parlé de l'identité citoyenne. Rapidement, puis pour pas perdre la perspective, l'identité numérique, ça s'applique pas juste aux citoyens. Des fois, on est citoyen. On peut être papa, on peut être résident du Québec, on peut être un professionnel. Donc, on a plusieurs contextes à notre identité. On n'a pas juste une identité. Ben, c'est ça, les multifacettes, là, parce que c'est justement juste de notre représentation d'humain, on est justement multifacette. Donc, effectivement, comme tu mentionnes, il faut qu'on ait cette représentativité-là dans l'identité numérique. Oui, absolument. Donc, dépendant du contexte, notre identité change. Des fois, notre identité, c'est le secteur public qui nous le donne. Moi, je suis né au Québec. Toute personne qui est née au Canada, a son identité régalienne ou son identité citoyenne qui lui est fournie par la province ou le territoire. Si on est un immigrant, c'est le fédéral qui donne l'identité formelle ou légale à cette personne-là. Mais on a aussi des identités qui nous sont données du secteur privé. Donc, mon adresse Gmail, si tu me connais à travers mon adresse Gmail ou même quand je partage mon lien, le lien LinkedIn pour en savoir plus sur mes services, c'est le privé qui détient cet élément-là qui me le fournit. Donc, on a une identité des personnes. On a l'identité des organisations avec qui je fais affaire, qui est en arrière d'une organisation et on a aussi l'identité des objets. De plus en plus avec les objets connectés ou les objets intelligents. Si on reçoit de l'information, on veut savoir qui émet cette information-là. Est-ce que l'information elle est authentique? Est-ce que l'information elle a été modifiée? Donc, c'est des grands sous-jacents de l'identité numérique qu'on peut appliquer aux personnes, aux organisations ou aux objets. Très intéressant. Et d'ailleurs, le fait d'avoir amené la différence entre le fédéral et les provinces est quand même important parce que je pense que les gens, ne maîtrisent pas pourquoi il y a cette différence-là. Puis il y a des objectifs qui sont différents aussi dans les deux types d'identité parce que on a chaque palier, dans ce cas-ci, a des obligations qui l'amènent à faire des choix qui lui sont propres.
Absolument, absolument. Donc, si on pense aux provinces, la raison pour favoriser, pour faire les avancées en confiance numérique, c'est vraiment de mieux desservir le citoyen, c'est de mieux protéger le citoyen dans son environnement. Donc, dans mon environnement à Gatineau, dans mon environnement à Vancouver, à Toronto, dépendant où ce que je reste, c'est pour être capable de favoriser les transactions autant en ligne ou en personne. Je peux utiliser une identité numérique même dans des transactions en personne. Je vais juste partager l'information de façon différente. Donc, ça, c'est vraiment la raison pourquoi nos provinces regardent l'identité numérique et la façon qu'ils le font. Au niveau fédéral, le fédéral, dans son rôle à l'international, veut s'assurer que Pierre Roberge est capable de venir au FIC en France et que j'aurai pas de problème à l'aéroport. Donc, c'est la portée, elle n'est pas régionale, la portée, elle est internationale. Et dans cette portée-là, le Canada s'est engagé dans plusieurs mandats, dans des ententes, dans des traités internationaux de commerce. Et une des façons de faire ces traités-là, c'est de favoriser le commerce, c'est d'enlever la friction dans les échanges, dans les transactions, dans le service qu'on veut faire. Et une façon de s'assurer qu'on enlève la friction, c'est d'utiliser des standards qui existent. Donc, si on regarde la façon que les provinces et la façon que le fédéral le fait, au niveau de la pile des technologies, les provinces aujourd'hui favorisent une pile technologique qui a une portée beaucoup plus profonde au niveau de la protection de la vie privée, alors que le fédéral regarde une portée beaucoup plus internationale pour s'assurer que Pierre Roberge, résident québécois, serait capable de se présenter ou de faire du commerce à l'international en utilisant cette identité numérique-là. Pour faire un lien avec le monde réel, c'est un peu la différence entre le passeport qui a été mis par le Canada et le permis de conduire qui a été mis par la province. Absolument, absolument. Je veux dire, le permis de conduire demeure un standard. Il y a un standard ISO pour le permis de conduire. Mais si on regarde, le passeport, ça fait au-dessus de probablement 60 ans. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça fait au-dessus de 60 ans que le passeport, il est standard. On a une organisation de l'ONU qui a développé le standard et c'est pour ça qu'on a sensiblement le même contenant, la même formule du document d'un pays à l'autre. Alors que le permis de conduire, qui est un petit peu plus jeune, pas beaucoup plus jeune, mais qui est plus jeune, mais qui n'a pas la même portée, c'est venu beaucoup plus tard, la standardisation de la façon de présenter le permis de conduire. D'où la nécessité, dans certains cas, d'avoir ce qu'on appelle un permis de conduire international, justement, qui vient bridger notre identité qui est régionale à une identité qui est reconnue dans une plus grande portée. Oui, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes dans un pays en Asie ou un pays si vous êtes à l'extérieur de l'Amérique du Nord, c'est quoi la Colombie-Britannique? C'est quoi les territoires du Nunavut? Comment je peux savoir comme policier que le gouvernement du territoire du Nunavut est un émetteur qui a les droits d'émettre un permis de conduire pour un citoyen? Donc, c'est là qu'on ramène la formule internationale des permis pour faciliter la présentation de votre droit, de cette reconnaissance-là que vous savez comment conduire et que vous pouvez conduire dans un petit village en Asie ou en Afrique. Oui, puis ça amène l'aspect très important que cette identité-là, et même numérique aussi, est définitivement autoportante. Donc, on n'a pas besoin de recontacter l'organisation émettrice de cette identité-là, comme le permis de conduire, pour vérifier si la validité du permis de conduire est vraiment faite. Ce que tu décris, c'est vrai, mais ce que tu décris est une branche spécifique de l'identité. On parle d'identité numérique décentralisée. Donc, l'identité numérique décentralisée, ce que ça veut dire, c'est qu'on donne l'information au citoyen ou au porteur, au sujet. On lui donne l'information et on laisse à la personne le choix avec qui il ou elle veut partager l'information. Et tel un permis de conduire ou tel un passeport, je suis pas obligé d'appeler la SAC si je veux savoir si le permis de conduire, si c'est un vrai permis de conduire. Je suis capable
Je suis capable d'observer le document. Je suis capable de porter un jugement, savoir si c'est un permis de conduire qui est, encore valide et s'il est authentique. L'identité décentralisée permet de faire la même chose de façon numérique. Donc, si j'avais un permis de conduire ou si j'avais une carte citoyenne, c'est une transaction entre deux parties, deux personnes, ou une personne et une organisation. Et non, on n'est pas obligé d'amener la SAC à la table ou le gouvernement du Québec à la table ou Google à la table si je veux démontrer que je détiens, que je suis en possession d'un identifiant particulier. Oui, ben dans le fond, c'est un artefact qu'on a entre les mains, puis c'est très intéressant, puis ça fait glisser aussi sur l'autre aspect que ça donne la capacité aux citoyens de divulguer l'information de son identité numérique qui est autoportante. Comme il le désire, on n'est pas obligé de fournir l'ensemble, contrairement à un permis de conduire. L'exemple qui est classique, c'est quand on va dans un bar, on présente notre permis de conduire et la personne qui nous l'a demandé voit l'ensemble du contenu du permis de conduire. Quand on a l'identité numérique, on a une souplesse. La sélection. On parle de sélection. Selective disclosure, j'ai pas le terme en français, la sélection des identifiants. Oui, c'est vrai, je dois juste démontrer que j'ai plus que 18 ans. Il n'y a aucune raison pourquoi je dois démontrer à quelle adresse, où je demeure, la couleur de mes yeux, ma grandeur. Même, on a vu dans le passé le crime organisé qui avait pris le contrôle d'un bar en Colombie-Britannique et qui demandait systématiquement à tous les clients une photo. Il utilisait la bande magnétique des permis de conduire pour faire la collecte de l'information qui a été revendue et réutilisée à des pots fins pour lesquels il avait été partagé. Donc, cette idée-là de juste démontrer que j'ai 19 ans ou si on a des référendums et on veut demander aux Québécois ce qu'ils pensent ou si on veut demander aux résidents d'Harford qu'est-ce qu'ils pensent de qu'est-ce qu'on devrait faire avec la montagne, il n'y a pas de raison que quelqu'un de Montréal ou quelqu'un de la Colombie-Britannique ou quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas concerné par ça, pourquoi cette personne-là ne devrait pas avoir le droit de répondre, mais comment on le fait de façon sécuritaire où on est capable, en minimisant le partage d'informations, mais tout en appuyant, en sachant que les résultats qu'on va recevoir vont être valides. C'est très intéressant. Puis, dans le fond, j'ai un peu skippé aussi parce qu'on a parlé d'interopérabilité. Au niveau du permis de conduire, c'est pas l'exemple du permis de conduire. Dans le numérique aussi, il y a des défis d'interopérabilité où mon identité, qu'elle soit autoportante dans la province de Québec, c'est une chose parce que les commerçants ou tous les utilisateurs, les consommateurs de cette identité-là vont être habilités. Cependant, comme elle est régionale, elle se transporte moins bien à l'étranger. Est-ce qu'il y a des mesures de conversion qui nous permettent justement de prendre notre permis local, pour prendre le même exemple dans le physique, puis le basculer en permis international pour être capable de communiquer ou d'opérer dans une autre juridiction? Oui. Tu parles de points qui sont très importants. Je suis le fondateur du laboratoire d'identité numérique du Canada et quand j'ai fondé le laboratoire en 2019, c'était en réaction ou c'était dans la compréhension qu'il n'y aura pas un standard unique, il n'y aura pas une implémentation unique, il n'y aura pas de technologie unique pour l'identité numérique. Il y a trop de cas d'utilisation, il y a trop de places d'utilisation pour penser qu'il y a une baguette magique qui peut régler tous ces problèmes-là. Microsoft avait essayé de le faire en 2001, ça s'appelait Microsoft Passport, puis tout le monde est parti en courant. Je dirais que maintenant, tout le monde est passé à rire. Ouais. Mais bon, bref, avec le recul, c'est une bonne idée, mais qui est mal. Et la technologie aujourd'hui nous permet de ne pas centraliser l'information, de ne pas créer, de ne pas mettre toute l'information à un même endroit. C'est un petit peu le modèle de l'Estonie, by the way. Le modèle qui est favorisé au Canada, c'est de donner l'information aux citoyens. C'est le citoyen qui partage ces informations. Un peu comme ta preuve COVID. Le gouvernement n'a pas donné une copie de ton passeport vaccinal à tous les restaurants du Québec pour s'assurer que quand tu te présentais, tu avais le droit d'y aller. Le gouvernement a donné aux citoyens sa preuve de vaccination et c'est les citoyens qui décidaient avec qui ils voulaient le partager.
Où je vais avec ça, c'est de dire, où j'allais avec ça, c'est il n'y aura pas de standard unique, il n'y aura pas de technologie unique, mais c'est important de s'assurer de la conformité, de l'interopérabilité des solutions. Si on veut être capable de bâtir des passerelles, on veut s'assurer. Si je ne suis pas capable de sortir du Québec, d'utiliser mon identité numérique qui m'est fournie, c'est pas très utile. De un. De deux, je me rappellerai probablement pas comment l'utiliser parce qu'il faut créer de la fréquence. Si on n'a pas la fréquence, rappelez-vous le paiement sans contact, je viens du paiement. Combien de fois j'ai introduit le paiement sans contact au Canada dans les années 2001. Les gens ne savaient pas ou ne se rappelaient pas que leur carte de crédit, leur carte de paiement, il y avait le sans contact. Ça a pris des années pour qu'on s'en rappelle. Maintenant, on n'y pense plus. Mais il faut créer cette fréquence-là si on veut que les gens, même les gens qui ont adopté la technologie, se rappellent de l'utiliser. Puis j'avais même un autre exemple, plus peut-être TI, celui-là. C'est comme un mot de passe qu'on utilise une fois par année. C'est final, c'est sûr qu'on va l'oublier. Donc, on va dans le pétrin à chaque fois. Fait que s'il faut qu'on utilise une identité une fois par année, on va être dans le pétrin une fois par année, donc de toute la problématique qui est associée avec ça. Là. Et c'était la genèse un petit peu de SecureKey. SecureKey je suis cofondateur de SecureKey. SecureKey, c'est le service où on est capable d'utiliser nos identifiants bancaires aux services gouvernementaux. Une fois par année, on fait notre rapport de taxes, on fait nos rapports d'impôts. Donc, on a un cas d'utilisation qu'on a une très basse fréquence et on a besoin d'une très haute sécurité. Il y a beaucoup d'informations qui sont confidentielles. Et ce qui arrivait, c'est que la majorité des gens faisaient des password reset parce qu'on ne se rappelait pas du mot de passe de l'année passée. Le Canadien moyen va dans sa banque 3 fois par semaine. Donc, on a un cas d'utilisation qu'on a une haute fréquence, on a un haut requis de sécurité, on n'oublie pas nos identifiants bancaires. Et c'était justement cette idée-là où on a une fédération. C'est pas de l'identité, c'est une fédération d'authentification où maintenant, je suis pas obligé de remettre à jour mon mot de passe avec l'Agence de revenus du Canada parce que à toutes les fois que j'y vais, j'utilise la relation que j'ai avec ma banque. Oui, ben c'est une façon justement comme tu parlais d'identité privée, c'est un code d'identité privée qui est utilisé dans un contexte de consommation publique et de toute façon, on peut le faire de différentes façons, mais là, on était sur l'interop, là. Oui. On a basculé sur d'autres choses. Mais oui. On a basculé, mais en même temps, je pense je pense qu'on est sur le fil conducteur que si on n'a pas de l'interopérabilité, on n'aura pas la fréquence d'usage. Puis si je me retrouve, je peux pas avoir autant d'applications mobiles que j'ai d'identité. Je vais être capable de réutiliser mon permis de conduire quand on l'a créé, on l'utilise à plusieurs sauces. On l'utilise pour démontrer qu'on a le droit de conduire. On l'utilise pour démontrer qu'on est résident d'une ville ou d'un autre pour l'âge. Faut être capable de faire sensiblement la même chose avec les différents documents d'identité. Et le parallèle à faire, c'est pas obligé de tout être pareil. Mon passeport n'a pas le même format, n'a pas les mêmes informations que mon permis de conduire, mais j'ai appris au cours des années, je sais quand utiliser quoi et je suis capable comme usager de savoir quand je présente quoi puis qu'est-ce que je dois utiliser. Oui, entre autres, puis de toute façon, quand là, tu parlais justement du passeport, ça, c'est l'aspect drôle, parce que comme le permis de conduire régional n'est souvent pas reconnu à l'international, mais même au-delà du fait de conduire, mais au-delà de s'identifier. Donc, le passeport devient le document à utiliser dans le cas d'un voyage international pour s'identifier face à quiconque va nous demander ou des obligations de vérification dans lequel l'identité. Donc, si on rencontre la police en un autre pays, en l'occurrence ici la France, ben le permis de conduire, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Puis, je demande même, là, on est chanceux qu'ils connaissent le Québec, mais si on arrive du Nunavut, c'est pas sûr qu'ils connaissent nécessairement le Nunavut. Donc, ils vont donner moins d'importance à cette preuve d'identité-là que si on avait le passeport, par exemple, qui est un document qui est plus reconnu. Oui. L'identité numérique, présentement, je pense qu'il va y avoir des opportunités en identité numérique où on ne sera pas obligé de demander un nouveau document, le permis international, pour être capable de montrer nos droits. Le laboratoire d'identité numérique et plusieurs organisations canadiennes et internationales travaillent aujourd'hui au concept de registre de confiance. Un registre de confiance, c'est de savoir, avec l'identité numérique, je suis capable de déterminer qu'un document il est authentique. Je suis capable de déterminer qui est l'émetteur. Je suis capable de déterminer que l'information n'a pas été modifiée.
Mais je pourrais t'écrire un permis de conduire émis par Pierre Roberge à Nicolas qui vaut au niveau, comme émetteur, je ne suis pas autoritaire pour te donner un permis de conduire. Ça va avoir toute la bonne information, ça va avoir le bon format, ça va être encodé de la bonne façon, cryptographiquement, les clés vont fonctionner, mais je ne suis pas un émetteur autoritaire. Le laboratoire et d'autres organisations travaillent à faire un registre de confiance qui est, des fois, je le décris comme l'identité numérique. On a la confiance cryptographique. Comment on ajoute la confiance humaine, qui est justement de savoir si je me présente avec un permis de conduire du Nunavut au Japon et que je veux montrer que j'ai plus que 19 ans puis que les lois du Japon disent que ça doit être un document émis par un gouvernement, que le propriétaire de l'organisation au Japon va être capable de regarder mon permis du Nunavut et va dire à travers le service de savoir que oui, ça a été émis par un organisme qui a l'autorité d'émettre ce type de document-là. Donc, il y aura pas on n'aura pas de... On ne sera pas obligé d'avoir une collection de documents. On va être capable d'avoir des services sur l'identifiant numérique. C'est d'ailleurs très, très intéressant parce que ça évite justement d'avoir, comme dans le monde réel, c'est un exemple du monde réel avec le passeport, que si ici on te présente un permis de conduire, ils n'en ont rien à foutre, mais que du passeport, ils vont le comprendre parce que, comme tu mentionnais, il était normalisé, puis au niveau international, c'est reconnu que, en tout cas, que l'émetteur, le gouvernement du Canada, dans ce cas-ci, émet à la bonne personne le dit passeport. C'est très agréable au niveau du numérique. Puis là, je m'en souviens plus où je vais aller exactement avec ça parce que j'avais une super bonne idée. Je me suis enfergé avec le passeport. Au niveau de cette consommation-là, de ce registre d'autorité-là, c'est un peu comme on a vu peut-être avec le passeport vaccinal, puis justement qui avait créé un peu d'émotion. Là. Bon, je sais bien, le passeport vaccinal a créé beaucoup d'émotion, mais ça a été un beau laboratoire, une belle façon de démontrer justement cette signature-là, parce que le code QR est signé par une autorité reconnue, qui est dans l'occurrence le gouvernement du Québec. Donc, on est capable justement de transporter on aurait été supposé transporter cette preuve vaccinale-là à l'étranger sans défi. Cependant, avant que les pays s'entendent sur comment échanger ça, on n'a pas participé à la conversation, mais oui. Ah, mais c'est même pas un défi technologique, c'est un défi politique. Donc, c'est les provinces qui sont responsables de la santé au Canada. Les provinces ne sont pas reconnues au niveau international, ne sont pas reconnues. Qui sait tous les cantons qui existent en Suisse? Je ne les connais pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas nos provinces. Mais c'était... je vais parler de l'interopérabilité à l'intérieur du pays. Quand le passeport vaccinal a commencé, moi, je demeurais en Ontario. Je n'étais pas capable de montrer que ma preuve vaccinale fonctionnait au Québec. Et la façon qu'on a fait ça, c'est qu'on a échangé. On a nos 13 provinces et territoires et le fédéral qui ont échangé la clé publique, qui ont hard-codé les 13 ou 14 clés à l'intérieur de l'application pour qu'un Ontarien puisse venir au Québec ou un Québécois puisse aller en Saskatchewan. C'est comme ça qu'on a réglé le problème. Comment on fait ça à l'international où on n'a pas un nombre fini d'interrelations? C'est super important. Donc, c'est là où il faut... On a démontré que ça se faisait, mais il faut un modèle qui scale, je ne sais pas c'est quoi scale en français, mais qui va grandir beaucoup mieux parce que justement, on n'a pas le nombre de relations finies. On ne sait pas le nombre de permutations qu'on doit supporter. C'est pas une liste finie comme le nombre de pays, que je pense qu'il y a 250, peut-être 300. On en a beaucoup plus d'émetteurs on veut savoir à qui on s'adresse. Ouais, surtout si on a des choses de choses régionales, comme le passeport vaccinal était, c'est d'autant plus complexe de réussir à faire ça, mais c'est un peu l'objectif du registre que le laboratoire travaillait en ce sens-là, d'avoir cette espèce de registre qui permet la reconnaissance d'un plus large. Oui, donc je veux juste revenir. Le laboratoire ne développe pas de solution d'identité numérique. Le laboratoire ne vend pas de solution d'identité numérique. Le laboratoire, dans ce contexte-là, appuie une communauté de pratique qui se concentrent, qui se disent, OK, on est en train de développer une solution d'identité numérique. On est des provinces, on est le privé, on est en train de développer une solution d'identité numérique. On sait qu'on va avoir de la confiance cryptographique. Mais comment on est capable de s'assurer que les émetteurs de ces attestations numériques-là sont autoritaires dans le faire?
Si on a un groupe fermé, si moi je suis dans un club de hockey, je le sais c'est qui est autoritaire pour me donner ma carte de hockey. Mais il y a des certains types de documents où ça se pourrait qu'on ne connaisse pas l'émetteur, mais que l'émetteur c'est un émetteur de confiance pour ce type de document-là. Et c'est là que c'est cette couche de service-là où on veut la garder décentralisée. On ne veut pas recommencer à centraliser, donc il faut le garder décentralisé, mais comment on fait un service comme ça qui va marcher à l'international? OK, donc c'est... Des beaux défis. Ben, c'est des énormes défis. C'était simple, ça ferait longtemps qu'on l'aurait réglé, là. Puis comme tu mentionnes aussi, il y avait beaucoup de volets humains ou politiques qui influencent la rapidité de ce genre de choses-là. Il y a plusieurs facettes aussi, puis ça, tu me le mentionnais, à cette identité-là qu'on peut vivre, puis des exemples très concrets, très réels, quand on est un consommateur, justement, que cette identité-là se réplique dans un autre univers, je crois, la plupart des gens ne perçoivent pas que cette bout de plastique-là peut être une représentation de notre identité. Oui, je pense que tu parles peut-être de paiement. Donc, avant de faire de l'identité numérique, j'étais dans le domaine du paiement. J'ai plus de 30 ans d'expérience en innovation dans le secteur du paiement. Oui, le paiement, c'est un cas d'utilisation particulier d'identité. La raison pour laquelle je suis capable de partir avec la grosse télévision du marchand, c'est pas parce que j'ai le plastique dans mon portefeuille, c'est que le plastique dit que je suis un bon payeur au marchand et le marchand prend une décision à ce moment-là de dire est-ce que je laisse Pierre-Antoine partir avec la grosse télévision? Est-ce que j'ai plus de chances d'être payé que non payé? Et les réseaux de paiement, c'est un cas particulier d'identité numérique. Et on peut même voir au Canada où ce que Interac a pris une position très importante dans son offre, a augmenté son offre. On connaît Interac pour les guichets automatiques, on connaît Interac pour le paiement chez le marchand, mais maintenant Interac fournit des services, fournit un réseau qui permet d'échanger des actifs numériques, je parle d'identité, d'attestation numérique, parce que c'est juste une autre forme. Au lieu d'être un numéro de carte de crédit ou au lieu d'être une promesse de paiement, c'est une démonstration que je suis un ingénieur ou une démonstration que je suis résident québécois, etc., etc. Donc, on généralise le cas d'utilisation du paiement et ça devient moins spécifique au paiement, c'est d'autres types d'actifs, tout simplement. C'est très intéressant, c'est vraiment multifacette. Je te remercie énormément pour cette collaboration-là. Moi, ça m'a beaucoup éclairé sur tout ce paysage-là qui est quand même très complexe et, à mon sens, méconnu de bien des gens parce que qu'est-ce qu'on entend dans l'espace public, je pense que les gens ne comprennent pas tout ce que ça représente au Canada et à l'étranger, incidemment. Donc, merci énormément pour ton temps et ta générosité. Ça me fait plaisir. Puis je crois que c'est un des problèmes de l'identité numérique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi, ou il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. La raison que ça n'a pas été fait, c'est qu'on n'avait pas encore, c'est que les modèles qui ont été proposés dans le passé, c'était des modèles qui ne protégeaient pas les citoyens ou qui avaient des problèmes de sécurité, des problèmes spécifiques. Qu'est-ce qui est en train d'être développé aujourd'hui? On a réglé ces problèmes-là. On a une meilleure protection, une meilleure sécurité, une meilleure façon de déployer la solution. Et il y a un effort collectif qui doit être fait parce que c'est au bénéfice du citoyen. Il n'y a rien, c'est redonner le contrôle au citoyen, c'est de mettre le citoyen au centre et c'est lui qui décide quelle information il partage avec qui. Merci, bonne journée. Merci.